I have your attention, please? Vous m'attendiez. Pourquoi vous attendrais-je? Je vous ai moi-même attendu longtemps. Dans vos rêves? Salut tout le monde, bienvenue à un nouveau podcast dont vous êtes le héros. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir de nouveau, surtout pour cet épisode, car c'est un moment très important au podcast. Ce 145e épisode, c'est le retour de nos dossiers pop culture. Alors voilà, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait des dossiers pop culture. Qu'est-ce que c'est pour si vous êtes nouveau au podcast dont vous êtes le héros? C'est le moment en fait, on fait une petite pause des livres-jeux et on discute un petit peu des choses qui nous étaient quand même très emblématiques à l'époque, surtout pour la génération qui a grandi sur les jeux vidéo, entre lecture et jeu. Voilà, on va parler donc la continuation des jeux Sierra, en commençant bien sûr par leur magnum opus, leur série de base, les King's Quest. Et comme d'habitude, pour m'accompagner, attention, nous sommes tous là. Salut Fred, salut Fabien. Bonjour à tous. Moi je laisse parler Fabien parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas eu à l'antenne, c'est un plaisir. Je me souviens pas. Je me souviens pas la dernière fois que je suis venu, non, je pense que c'était pour l'œil noir avec ton elfe qui est rouillé. Je pense maintenant, que j'avais été enlevé par un nain, il me semble. Donc je sais. Fiskars, non, l'elfe. Oui, voilà, donc. Ouais. C'est mes chats qui m'ont libéré, et puis voilà, je reviens. On les remercie, ils sont gentils ce soir, parce que les chats c'est lunatique, on le sait. Ouais, ils avaient besoin de moi pour manger en fait, donc c'est pour ça qu'ils m'ont libéré. Mais comme t'es là, du coup tu vas bosser, voilà. En plus c'est ton dossier, donc tu vas bosser deux fois plus. Pauvre Fabien. Bah oui. Surtout King Quest, moi je connaissais pas à la base, hein, donc ça a été. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps, donc je m'excuse auprès des auditeurs, mais c'est vrai comme ça a été très très long à faire ce dossier, hein, j'avoue. Oh là là. Ah, tu nous as fait un boulot astronomique, hein, incroyable. Alors pour présenter aux Patreons et aux podcasters, à tout le monde, qu'est-ce qui se passe? On couvre pas que seulement King's Quest 1, mais on couvre en fait les 9 volets de la saga, les 9 jeux vidéo King's Quest. Alors pour les aficionados, ils sont en train de se dire, mais il y en a que 8, c'est parce qu'on va aussi couvrir le King's Quest qui était sorti en 2015. Voilà, donc Fabien nous a fait un boulot incroyable. On va couvrir chaque jeu vidéo, on va parler un peu de son importance culturelle, ce qu'était ce jeu vidéo, sa technologie, et puis bien sûr, comment ça s'est reflété à l'époque et comment ça a vraiment changé, mouvementé le monde du jeu vidéo, quoi. C'est très très important. Alors, si vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on parle King's Quest? Qu'est-ce que ça a à voir? Pour nous, en fait, on en parle pas mal parce que les point and click ou les jeux d'aventure, pour nous, c'était un peu l'évolution du livre-jeu, le livre dont vous êtes le héros, qui était adapté donc en jeu vidéo. Ça a commencé, bien sûr. Vous pouvez retrouver nos précédents dossiers pop culture avec la saga Infocom. C'était des textes aventures. Là, on est quasiment dans l'évolution du livre-jeu, où bien sûr, c'est que du texte à l'écran, rarement des graphismes, mais vraiment, vraiment très, très tardif, où ça a commencé à s'ajouter. Mais là, c'est un peu l'évolution 2.0. C'est nous sommes en graphisme, et dans les premiers King's Quest, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'entrées au clavier. Il y a pas mal de choses via un menu qui s'appelle un parsec. Voilà. Donc, on va en parler de tout ça. Les mecs, avant de commencer, je propose qu'on se mette dans l'ambiance avec le petit thème de Sierra et de King's Quest. Qu'est-ce que vous en dites? Tout à fait, moi ça m'intéresse. Je veux, ouais. Tu nous mets le vinyle? Attends, je le déplace religieusement. Hop, le diamant est nickel. Calé, voilà, c'est bon, on peut y aller. Alors nous voici les mecs. Alors Fabien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous faire une introduction en fait à ce que c'est King's Quest? En fait, King Quest, c'est avant tout la création par une femme en fait. C'était une femme passionnée des jeux vidéo. Donc cette femme, c'est Roberta Williams. Et Roberta, en fait, elle imagine un jeu d'aventure avec un mélange de contes de fées. Donc, et aussi toutes les légendes, les mythes, des contes. Donc c'est des sujets vraiment qui la passionnent. Elle veut que ça soit interactif
et pas uniquement une simple histoire. Donc elle écrit le scénario, mais à la base quand elle le fait, elle pensait pas que ça allait devenir un jeu mythique et que toute une série de suites qui allait se suivre et allait marquer des joueurs à travers le monde et pendant très 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 longtemps. Alors vous savez en tout la série, combien d'exemplaires ont été vendus à travers le monde? Oh, Plus de 7 millions. ah ouais, la vache. Oh là là, c'est... En même Et temps, en quand tout- tu y penses, c'est tellement international comme jeu. Ouais. Bah, le problème c'est que c'est international, mais c'est jamais sorti en France. C'est pas vrai, vous avez jamais été gâté avec les King's Quest? Non, moi j'en avais entendu parler, mais j'ai jamais joué. Bon, à la base, quand j'étais ado, je n'avais pas d'ordinateur, donc puis moi tout le monde le sait, moi c'était des consoles Sega et pas Nintendo. Quoi? Donc Non, on va pas recommencer ce débat. Nintendo Ah, bah, et si, The hein. Bob. Qu'est-ce qu'il a dit, c'est là bien. Quoi? donc moi c'était Sega, donc Sega, et en fait Sega. je ne non moi King Quest ça me juste de nom en fait, mais j'avais jamais joué et je pensais jamais jouer dans ma vie en fait. Et pour vous deux? Bah, Fred, toi. Ah non, moi je connaissais de réputation, mais pareil, je les ai pas eu sous la main. Moi, les Point and Click, c'est un genre auquel je suis arrivé tardivement. J'étais déjà adulte. Donc non, on va dire comme ça. Moi aussi, je vais connaître la légende, apprendre la légende avec vous, quoi. Ça va être sympa. Moi, c'est à partir de King's Quest 5, Absence Makes the Heart Go Younger, je crois. Quasiment juste, petit point intéressant, c'est que chaque titre de King's Quest, c'est un peu un jeu de mots, surtout sur les titres plus tardifs. Et c'était à partir du 5, je me souviens avoir joué sur Windows 3.1, pour le booter, le lancer. C'était quand même une expérience vraiment intéressante. Et c'est surtout plus tard, dans ma vingtaine, que j'ai voulu replonger. Et j'ai joué donc aux 3 premiers King's Quest. Je découvrais un peu les précédents titres. Et puis en 2015, voilà, il y a eu ce fameux... C'est pas vraiment un reboot, c'est un peu une lettre d'amour qui est sortie. Et, c'était vraiment, vraiment intéressant. C'était chouette. Parce qu'on retrouvait un peu les personnages qu'on avait découverts plus jeunes. Donc pour moi, King's Quest, on va dire que c'est assez important pour mon enfance, quoi. J'ai quand même bien grandi avec tous les titres, surtout King's Quest 6. Mon Dieu, qu'il était incroyable, celui-là. Ça, c'était vraiment juste... Même aujourd'hui, si vous y jouez, c'est top, quoi. C'est vraiment un super jeu point and click. Voilà. Mais j'avoue que je comprends pas pourquoi ça a marché si fort. Il n'y a pas une bon, c'était peut-être l'époque qui voulait ça et qu'il n'y a pas une traduction française, quoi. Mais bon, après ils ont peut-être été disponibles en France, mais en anglais, quoi. Enfin, tu vois, en version originale. Absolument. Ouais. Parce que c'était le cas. Sierra, bien sûr, à l'époque, ils avaient non seulement King's Quest, mais il y avait Space Quest et Police Quest. C'était leurs 3 sagas principaux. Plus tard, il y aura Leisure Suit Larry qui arrive. Et bien plus tard, il y aura Gabriel Knight et plein d'autres séries, quoi. Bon, en tout cas, en 83, le premier arrive, alors. Oh, allez, c'est parti. Le premier King's Quest, Fabien, parle-nous-en. Comment il s'appelle? Ah, bah, alors, tout le monde va rigoler quand je vais dire les titres en anglais, hein. Donc, King Quest 1, Quest for the Crown. Oh, c'est bien. La Bon, quête j'espère que pour j'ai la bien couronne. dit. Hein. Bon, celui-là, ça va, il était facile, mais je pense qu'il y aura d'autres, ça sera plus compliqué. En tout, il y aura 4 éditions. Hein. Donc, la première en 83, la deuxième en 84, la troisième, enfin encore une troisième en 84 également. Il y aura eu un remake en 90. Donc, comme je disais, c'est bien Roberto qui a écrit donc le premier épisode. Alors donc, le royaume de Daventry est en grave difficulté. Il y a eu des vols. Des objets magiques ont disparu. Donc le roi Edward, The Benevolent, c'est ça? C'est ça, oui. Edouard Voilà. le bénévolant, ouais. Ça veut dire quoi en fait, The Benevolent? C'est Le Comme ça, c'est un nom. bienveillant. le bienveillant. C'est ça, oui. Je veux dire ça, Edouard le bienveillant. Ne sait pas quoi faire. Il n'a personne pour l'aider. Il n'a pas de descendance. Il n'a pas d'enfant. Donc c'est un sorcier qui avait tendu un piège au roi et puis à sa femme. Le sorcier avait promis à la reine d'avoir un enfant, un héritier, en échange du miroir magique qui prédit l'avenir. Alors le couple regarde le miroir et effectivement, il voit la vision d'un jeune homme qui devient roi. Alors le roi donne le miroir au sorcier, mais en fait ce n'était que mensonge et ils n'ont jamais eu d'enfant. Donc la reine, elle devient malade, elle est sur le point de mourir. Alors il y a un nain qui apparaît, il s'appelle Jean-Christophe, donc
T'es sérieux? Et il n'aimait pas les elfes. Bah non, en plus, bah oui, c'est sérieux parce qu'il aime pas les elfes en plus. Non, mais là, c'est c'est un privé de joke, c'est pas possible. Bah. Donc, non, il s'appelle pas comme ça, je suis désolé. Putain, j'ai complètement mordu à l'hameçon, moi. Ouais, non, on n'est pas le 1er avril, je suis désolé. Donc, en tout cas, il y a quand même. Donc, en tout cas, le nain donc qui promet au roi qu'il va sauver son épouse s'il lui remet le bouclier protecteur. Donc, le roi accepte. Mais c'est encore un mensonge, hein. Donc la santé de la reine, bah ça s'aggrave, et puis elle en est morte. Donc quelques temps plus tard, le roi cherche une nouvelle reine, hein. Donc il fait pas son deuil très longtemps, hein. Il sauve une belle et jeune princesse appelée Dahlia. Alors, mais Dahlia en fait c'est une sorcière, hein, et le jour des noces, elle vole le coffre rempli d'or et s'enfuit sur son balai. Alors le roi. C'est pas le bienveillant, c'est l'idiot du village. Là, ah bah ouais, de toute façon c'est. Quel saga, hein. Donc on se croirait dans Dynasty, tu sais. Non mais le mec il se fait dépouiller sans dire ah oui, Ouais. bah oui, tu vois. Je me suis fait avoir une fois. On peut pas tromper une personne 1000 fois. Ah si, on peut tromper une personne 1000 fois. Alors on a dit quoi? Il y avait un miroir magique qui prédit l'avenir. Anna qui lui prend son sort de protection, sa deuxième reine qui le vole. Non mais c'est un pigeon le mec. Ah bah ouais. Il peut Et attends, c'est pas trois, fini, lui. hein. C'est pas fini parce qu'il y a le château qui tombe en ruine. Donc voilà, alors il sait plus quoi faire, hein. Donc il envoie son plus brave chevalier, Sir Graham, pour récupérer les 3 trésors volés. Donc et si Graham réussit, bah c'est promis juré, c'est lui le prochain roi. D'accord, mais d'accord. Donc le roi donne mission à un mec pour le remplacer. C'est pas mal. Tout à Donc, fait. il doit être vieux l'idiot du village, le pigeon, là, parce que sinon. Oh, le pauvre. Alors, bien sûr, on a beau se moquer du scénario, mais on est en 83, c'est une époque très 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 jeune pour le jeu vidéo, donc on n'est pas encore, comment dire, à la complexité et surtout le point de vue comment on tient les jeux vidéo à une très haute estime de critiques aujourd'hui. Donc moi je trouve ça très mignon, c'est vraiment comme t'as dit Roberta Williams qui crée quand même une ouverture dramatique et qui vraiment impose aux joueurs un objectif, une quête très très importante. Donc voilà, notre but c'est de trouver, Fabien si je me trompe pas, c'est 3 objets magiques. Oui, tout à fait. Voilà. Le miroir, c'était le deuxième objet, t'as dit, qui s'est fait piquer, c'était quoi? C'était le bouclier. Le bouclier. Le bouclier, tout à fait, le bouclier protecteur. Voilà, bouclier protecteur. Et le troisième, si je comprends, c'est un coffre de joyaux. Voilà, rempli d'or. Rempli d'or, d'accord, voilà. Ouais, super. Bon après, ça vaut le coup, hein, si après on devient roi après, donc... Mais bon, Graham, il va avoir du boulot, hein. Bah justement, parle-nous un petit peu de ce déroulement du jeu, comment ça se passe? Bah ça va pas être facile pour lui, hein, parce que donc il va devoir affronter des ogres, des trolls, des dragons, des géants, là, donc franchement, dur, hein. Alors heureusement, ils avaient fait 2 éditions, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait pas internet, tout ça, il y avait pas de hotline, hein. Donc ils ont fait 2 livres d'astuces. Alors, je sais pas si tu les connaissais ou pas ces livres. Ouais, je les collectionne, moi. J'en ai plein de Sierra, j'adore. Il fallait utiliser un feutre pour révéler les solutions sur le papier. Oui, voilà. Et je trouve ça vachement bien comme idée, en fait. Donc, il y en avait un donc avec un stylo magique. Et en fait, tu surlignais. Et en fait, tu avais les indices. Ou alors, il y avait une deuxième version du livre. C'était avec un petit plastique rouge que tu mettais sur le... C'était la grande mode à l'époque, hein. Le mystère de Pékin. Pékin. Plastique rouge, tu mettais ça sur des pages et en fait, t'avais la solution. C'est les mystères de Pékin, ça? Oui, c'est le mystère de tout à Pékin. fait, ouais. Oui. Et j'ai même un jeu avec Cluedo vidéo, il y a ça aussi, donc je trouve ça trop fun. Hein, donc c'est vraiment... Sympa. Oui. Donc en tout cas, c'est pas un jeu facile, mais bon, grâce à ces livrets, ça va, j'espère que les joueurs ont réussi à finir l'aventure. Donc, est-ce que vous pouvez me parler des graphismes, du gameplay? Ouais, bah tiens, on va se partager la tâche avec Fred. On va parler un petit peu plus ce qui est technique dans ces jeux vidéo. Alors, pour commencer, on va parler du moteur graphique. Alors, c'est un jeu qui utilise le moteur AGI. AGI qui est un acronyme pour Adventure Game Interpreter. Donc, l'interpréteur de jeux d'aventure.
Alors, c'est développé par Sierra pour l'IBM PC Junior avant d'être porté sur les PC compatibles. Voilà, ce moteur combine graphisme, logique et texte dans un même interpréteur, ce qui permet en fait à Sierra de diffuser le jeu sur plusieurs machines avec peu de modifications. À l'époque, c'était très important parce que il n'y avait pas encore un système Windows qui était appliqué un peu partout. Les PC, c'était pas encore facile d'accès, on pouvait pas installer un jeu vidéo un peu partout, il fallait bien sûr acheter un jeu qui était compatible avec sa propre machine. Les plus connus à l'époque, on achetait des jeux vidéo, c'était l'IBM, le PC Junior, le Apple II, et il y en a encore un qui me manque là-dedans, mais il y avait aussi comment ça s'appelle sur le marché américain, il y avait l'Amiga, voilà. On pouvait aussi avoir des versions Amiga. Voilà. Fred, et les graphismes, tu peux nous en parler un peu ? Oui, faut se replacer dans le contexte. Donc les décors qui sont affichés sont sur des écrans fixes en basse résolution. Il n'y avait pas de HD à l'époque, loin de là. La palette de couleurs était très limitée. Mais il faut savoir que malgré ces contraintes, le moteur graphique, il gérait quand même des priorités visuelles. C'est-à-dire, en fait, ça permettait aux personnages de passer devant ou derrière des éléments de décor. À l'époque, cette sensation de profondeur est totalement nouvelle sur PC. Ça peut en faire rigoler certains, mais en fait, c'est vrai que on est quand même début 80 et souvent les graphismes, j'exagère un peu, mais c'est un peu fil de fer, quoi. Fil de fer, on avait juste les contours. Et déjà, savoir que vous pouvez passer devant ou derrière le décor, mais c'est un truc de malade, quoi. Donc, vous avez compris, ce jeu-là, il a tout révolutionné. Donc, faut pas nous prendre pour des cons. Non, c'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai. Moi, je me souviens à l'école, on avait bon, c'était pas des trucs aussi performants que les Amiga, tout ça. On avait des jeux, je veux dire, c'était Frog ou tout ça, ou même des jeux, un truc encore plus ancien. Je veux dire, c'était vraiment, vous voyez Donkey Kong, le premier avec Mario, c'était le top du top du top du top du top du top. Là, Jack Quest, il y a déjà une évolution, ne serait-ce que, voilà, une question de profondeur. Les jeux vidéo, c'était de la 2D, quoi. C'était de la pure 2D. Là, il rajoute cette notion de profondeur, ça a l'air tout con, mais en fait, ça rajoute beaucoup. Donc, déjà, une innovation à l'époque. Et, il y a aussi eu des innovations par rapport au gameplay. Ouais, parle-nous-en, Fred, justement. Comment c'était le gameplay avec ça ? Alors, donc, on en a un peu parlé en intro, mais en fait, il y avait beaucoup de textes. On devait taper toutes ces actions au clavier sous forme de commandes textuelles. Alors, c'est quand même les débuts, donc c'est ouvert, mais c'est quand même assez fermé. C'est-à-dire que l'ordinateur ne peut pas gérer non plus 36 000 requêtes, donc c'était assez punitif. Dans le système, il y a aussi beaucoup de morts soudaines, sudden death, et des situations irréversibles. Et en fait, c'était un jeu qui un peu comme certains livres-jeux, si on apprenait par l'expérimentation et l'observation, et on devait faire beaucoup d'essais et d'erreurs pour arriver au bout du jeu. Donc on peut dire que c'était des jeux avec des bonnes durées de vie qui duraient pas 10 heures comme les jeux actuels. Donc c'était un vrai jeu d'aventure, quoi. Et excusez-moi, il y avait des sauvegardes à ces jeux-là ou pas, non ? Oui, on pouvait toujours sauvegarder. À l'époque, c'est soit si tu avais un disque dur directement dessus ou sur un floppy externe. Le fameux floppy. Oui. Alors, c'est bien qu'on en parle de tout ça, parce qu'il y a quand même une importance qui est flagrante pour ce premier King's Quest. Hein. C'est considéré quand même comme le premier véritable jeu d'aventure graphique en couleur, et c'est vraiment un jeu qui est un succès sur l'ordinateur. Voilà, il pose les fondations techniques et conceptuelle de toute la série, et plus largement du jeu d'aventure nommé bien sûr à l'époque le Adventure Game. Alors comme vous avez remarqué, les fans de jeux vidéo ici, on n'est pas encore dans le point and click, ça n'existe pas encore, ça va prendre quelques numéros avant qu'on voit ça apparaître dans les King's Quest. Fabien, t'as quelques anecdotes pour nous là sur ce premier King's Quest ? Ouais, bien sûr, surtout une, mais je le dirai à la fin. Donc, c'est la société IBM qui voulait des jeux pour son nouvel ordinateur. Donc, IBM demande à Sierra d'en créer un. Et c'est donc d'où l'idée de King Quest. C'est grâce à IBM qu'on a eu King Quest en fait. Donc, Roberto, elle sait que les joueurs ils aiment les châteaux, tout ce qui est Heroic Fantasy. Donc, en intégrer dans l'histoire, il fallait le faire. Elle voulait que les images soient animées. Si un joueur grimpe sur un hélico magique, il doit faire attention. Roberta, elle est ravie du succès. Elle se doutait que ça allait se vendre, mais elle pensait pas que ça allait être autant. Elle reçoit énormément de courriers de joueurs satisfaits, mais évidemment, beaucoup de plaintes. Hein. Quand on est content, il y a toujours forcément des gens qui ne le sont pas. À cause justement des énigmes, et notamment celle du vieux gnome. Toi, tu avais réussi à le faire, Xavier, cette énigme ? Je l'ai fait plus tard.
Ouais, je me souviens, j'avais joué bien plus tard au King's Quest 1 dans ma vingtaine et c'était ultra frustrant. D'ailleurs, j'ai jamais fini le premier, c'est très très difficile. En plus, parce que là, on peut peut-être spoiler pour dire le nom du gnome. Alors, Oui, je sais pas vas-y, s'il y a vas-y. quelqu'un qui a envie de le dire ou pas, le nom du gnome. Ben moi, ce nom me parle, c'est Rumpelstiltskin. C'est un truc qui est Oh là rentré là. qui est rentré dans la culture populaire, ou bien qui vient d'un truc plus ancien. Mais moi, ce nom me parle, quoi. J'ai déjà retrouvé. Mais ça vient pas des frères Grimm ou... J'ai l'impression qu'il y a une Christian histoire Andersen, ouais. il y a une histoire de conte là-dedans, parce que c'est quelque Oui. chose qui, moi, me parle. Donc, Mhm. ça sort pas du néant, on va dire. Ouais. Donc, fallait l'écrire à l'envers. Donc, ça fait Nix. Bref. Un truc dans le genre. Un truc que ma fille pourrait écrire pour se marrer quand elle joue avec les mots. C'est du folklore allemand qui, Bah voilà, tout qui est s'explique. repris aussi par les frères Grimm, c'est bien ça. En Et tout vous, cas, Fred, il a su des- dire du premier coup, bravo. Rumpelstiltskin, ouais. Moi, j'aurais Et, pas réussi. et donc, t'avais quelque chose de croustillant à nous dire. Je Ah suis là pas là, sûr que ce évidemment, soit si évidemment. croustillant. Je suis pas sûr que ce soit si croustillant Ouais, que ça. pareil. Moi, Moi, je, si, je ça- crois pas que ça va être aussi fort que toi. Pour moi, si c'est plus fort que vous deux. Donc, en Bah fait, oui. le jeu est sorti sur console Sega et pas sur Nintendo. Voilà. Mais sur laquelle, parce qu'il faut préciser, parce que c'est important. Il est sorti sur la console Master System. Donc, Impressionnant, quand même. de Sega. Ouais, Mon ouais. Dieu, je suis vraiment curieux de voir les graphismes de ça. Bah, oui, bon, après, moi, je n'y avais pas joué à l'époque. Attention, le jeu n'était pas sorti en France. Mhm. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir quand même. Parce que sortir un jeu de ce genre sur une console, il y en avait peu. Moi, je me souviens, par exemple, sur Shadowgate, c'était sorti sur la NES et pas sur d'autres consoles. Donc, Mhm. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh. Est-ce que... Oui. Oui, dis-nous. Bah, pour les critiques, justement, est-ce que vous voulez en parler? Oh, absolument. Tiens, parle-nous-en. Comment s'était reçu le jeu à l'époque, Fabien? Bah, c'est un énorme succès. Franchement, le jeu plaît. Donc, Roberto reçoit énormément d'éloges. Elle est félicitée par son scénario original, pour toutes les qualités techniques du jeu. Après, donc, comme je vous avais dit, il y avait eu un remake qui a été fait donc en quelle année, en 90. Donc le remake a été plus davantage critiqué en fait. Donc parce que les fans n'acceptaient pas qu'on touche au grand classique. Ils ne Oh là voulaient là. pas d'une version moderne. Ce que je peux comprendre. Après, c'est vrai que c'est comme dans le cinéma, les versions modernes, tout ça. Donc C'est sûr, Parfois, ça plaît moins. si tu filmes Psychose plan par plan pareil et que tu, tu changes que la photographie. C'est ça, en fait. C'est important, King's Quest, quand même, quoi, dans l'histoire des jeux vidéo. Absolument, ouais. D'ailleurs, En tout cas, le jeu a tous les honneurs et puis même le musée mondial du jeu vidéo à New York, alors le Strong National Museum of Play lui a décerné une place d'honneur. j'adore le strong. Le Strong, ouais. Le strong. Et pas des newbies. Hein. Il y a 2 musées ici à New York qui vaut absolument le coup. Bien sûr, il y a le Guggenheim et tout ça, blabla. Mais moi, je trouve que les 2 musées qui déchirent tout, c'est le Strong, parce que c'est vraiment le musée du jeu vidéo. Et surtout, il y a un autre musée, un peu moins connu, c'est le musée X-Files, avec un collectionneur privé qui a travaillé avec Chris Carter pour récupérer le plus de scénarios, de modèles, de maquettes, de costumes, absolument tout de la série X-Files. Voilà. J'allais dire, J'en dis pas plus Chloé, avant qu'on fasse est-ce une qu'ils ont, aparté. est-ce qu'ils ont gardé une cigarette de l'homme à cigarette? Ah bah ils ont quasiment toutes les cartouches et toutes les cigarettes, quoi. Il est incroyable, le musée. Incroyable. Enfin, voilà. Bah écoutez, messieurs, voilà, on termine ce premier volume de King's Quest. Mais Fabien, 2 ans plus tard, sort le 2e volume de cette série. Et c'est la suite directe en plus, c'est ça qui est bien. Donc chaque histoire, c'est vraiment, il prend la suite du précédent. Alors donc, King Quest 2, Romancing the Throne. Qui veut dire en français, s'il te plaît? Romantiser le trône, mais c'est un jeu de mots. Parce que c'est comme la romance dans le joyau, et là c'est la romance du trône en fait. Voilà, encore une fois, chaque jeu King's Quest c'est un petit peu des jeux de mots, quoi. Bon, le jeu sort en juin 85. Donc Graham a récupéré les 3 trésors, et donc il est devenu roi. Donc, il ne manque plus qu'à trouver l'amour. Puis en plus, les nuits sont longues, le pauvre il s'ennuie. Il a besoin d'une femme pour lui tenir compagnie. Donc il parcourt le pays à la recherche de la perle rare, mais bon, en vain, il trouve pas. Donc le roi Graham va voir le miroir magique, il lui montre une belle femme enfermée dans une tour de quartz,
Mais cette tour est très 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 loin de chez lui. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de la trouver, de la sauver. Et pour ça, il va devoir trouver 3 clés pour ouvrir la porte qui mène à cette femme. Est-ce que c'est la princesse, la reine, comment elle s'appelle? Parce que Rosella, c'est sa fille, c'est ça, hein? C'est Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin. La reine Valanis. Bah oui, comment ça se déroule ce jeu, Fabien? En fait, pour trouver l'amour, Graham va devoir faire vraiment des efforts. Hein, donc, et ça se déroule dans des lieux différents. On démarre sur une plage déserte, après on traverse des mondes sous-marins, et à la fin on finit dans le château de Dracula. Alors, Graham, il est vraiment... il veut pas rester un vieux garçon, hein, il veut tout faire pour trouver l'amour. Donc, et puis, ça va pas être évident. Hein, donc pour les joueurs... il va falloir, je pense que pareil, hein, s'il veut finir l'aventure, encore se procurer le guide des astuces. Puis Roberta, elle a trouvé vite le système, hein, donc il y a 2 éditions différentes encore pour ce fameux guide. Roberta ou l'éditeur, parce que... Je pense les deux, hein, donc non. Qu'on parle argent, je pense qu'il faut plutôt nous voir du côté de Sierra, mais bon. Tu crois? Oui, sans doute. Bon, mais après, Sierra, ça appartient aussi à Roberta, donc... À cette époque-là, oui, c'était Roberta Williams et comment il s'appelle son mari, qui était plus du point de vue moteur et technologie. Ken. Bon filon. Ken Williams, oui. Oui. On peut parler vite fait des graphismes et du gameplay, parce que là, c'est un peu important. Hein. 2 ans plus tard, voilà, qu'est-ce que c'est le moteur graphique? King's Quest utilise toujours le moteur AGI, mais dans une version plus maîtrisée que celle du premier jeu. Voilà. Sierra comprend mieux les contraintes techniques du moteur et en tire davantage parti. Voilà, notamment dans la gestion des écrans, des scripts et des interactions. On peut dire que tout devient un petit peu smooth, hein, tout est un peu bien huilé et le jeu fonctionne bien mieux, un peu plus rapide. Alors le moteur permet une meilleure structuration du monde avec des zones plus nombreuses, comme tu as dit Fabien, il y avait beaucoup de lieux, beaucoup de décors, et des transitions qui sont bien plus fluides. Alors les scripts deviennent plus complexes, intégrant davantage de conditions et d'événements liés aux actions du joueur. On peut en parler un peu plus, parce que par exemple, voilà, au point de vue des graphismes, visuellement, King's Quest 2 améliore sensiblement la présentation par rapport au premier épisode. Voilà. Les décors sont plus variés et plus lisibles, avec une meilleure utilisation de la couleur et de la profondeur. Alors, le monde semble plus vaste et plus cohérent, alternant plage, forêt, désert et château. Et les animations restent simples, mais elles sont utilisées de manière plus expressive pour suggérer l'action, le danger ou l'interaction, donnant davantage de vie à l'univers. Et Fred, est-ce que tu peux nous dire comment tout ça se met dans le gameplay? Oui, c'est toujours le principe des commandes, la saisie de commandes textuelles. Mais le jeu, on va dire qu'il a un peu progressé, il encourage davantage l'exploration et l'expérimentation. Le monde est aussi plus ouvert, avec plusieurs zones accessibles assez tôt dans l'aventure. Les énigmes aussi sont plus variées, mêlant logique, observation et parfois essais et erreurs, comme dans le premier épisode. Ça reste assez punitif, avec de nombreuses morts possibles et des situations irréversibles. Mais il y a beaucoup plus d'indices visuels, c'est plus graphique, c'est que le premier épisode. Et là, on demande effectivement aux joueurs d'essayer de comprendre un peu la logique interne du monde, parfois au prix de nombreuses tentatives. Donc en fait, plus on joue, plus on y est imprégné, plus on comprend, plus on rentre dans la tête des développeurs, et plus c'est facile, entre guillemets. Donc oui, ça reste dans la continuité, mais enrichi, on va dire, comme un peu les graphismes, quoi. Donc c'est sympa. Et ce qui est sympa aussi, c'est que il y a un peu plus de musique, là. C'est pour ça un peu limité à l'époque. Mais là, ce coup-ci, il y a quand même les bruitages surtout sont utilisés pour installer une ambiance et ponctuer à certains moments. C'est des sons simples. Hein. On vous rappelle que c'est c'est les consoles, c'est du 8 bits tout ça. On est un peu à ce niveau-là, quoi. Et mais ça quand même, ça donne déjà un peu plus une immersion et une identité sonore à chaque monde parcouru, quoi. Bon, c'est un jeu qui a marché, je présume aussi, Fabien, non? Je trouve ça sympathique, hein, c'est vraiment bien. Hein. Ça change de voir ça avec nostalgie. Hein. Toi, Xavier, tu peux nous parler de l'importance justement de King Quest pour la série? Ouais, c'est vraiment important parce que le 2, en fait, il est crucial pour la série car il élargit considérablement l'univers et l'ambition du monde du jeu. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? Il renforce l'identité conte de fées
qui deviendra la marque de la saga. Voilà, ça montre ce que le jeu d'aventure peut raconter. C'est que c'est une histoire structurée sur plusieurs lieux et situations. Il pose les bases de ce que deviendront les épisodes suivants, notamment en termes d'exploration, de narration et de construction d'un monde cohérent. Alors, fun fact, le jeu introduit pour la première fois la carte du monde de Daventry et de ses royaumes voisins, un concept qui sera utilisé et réutilisé pour enrichir le monde dans les épisodes ultérieurs, voilà, donnant à la série une continuité géographique et narrative très importante. Et Fabien, justement, j'imagine que vu le succès pour cette suite, et surtout que le fait que le jeu ne pompe pas qu'une suite basique pour faire de la thune, mais qui agrandit le monde, j'imagine que tu auras pas mal d'anecdotes pour nous, là. Bah en fait, Roberto se rappellera que ce King Quest 2, il a justement des airs d'un autre jeu de Sierra. Donc ce jeu s'appelait Wizard and the Princess. Donc c'est l'histoire d'un vagabond qui fera un long voyage pour sauver une princesse capturée par un sorcier. Tu avais joué à ce jeu-là, Xavier ? Non, je t'admets que je connais pas. Je croyais que t'allais dire... comment il s'appelle un autre jeu qui était... j'allais dire bêtement Grail Quest, mais c'était un autre... Quest for Glory. Voilà, c'était ça. Mais non, je connais pas Wizard and the Princess. En tout cas, retrouver le personnage de Graham, c'était important, mais il fallait que... Roberta dira justement, elle voulait que l'aventure soit plus vaste que dans la première histoire, le premier chapitre. Elle voulait que Graham devienne roi, qu'il trouve une femme, qu'il fonde une famille. Alors elle avait déjà eu des idées qu'elle n'avait pas réussi à intégrer dans la première histoire, dans le premier chapitre de King Quest. Elle était heureuse justement d'inclure plusieurs personnages, donc dont le roi Neptune, Dracula, des personnages du Chaperon Rouge, et aussi le grand classique, hein, le vieux pont branlant qu'on ne peut traverser qu'un nombre limité de fois. Et puis une fois le pont détruit, il était impossible de finir le jeu. Mais ça, le souci, c'est que le joueur, il ne le savait pas, ça. Hein. Oh, c'est dégueulasse. Ah oui, mais bon, après... Et puis donc, elle a voulu faire... Alors, c'est vrai, à la base, je connaissais pas trop cette expression, c'est Easter egg. Un œuf de Pâques. Voilà, pas Easter egg, mais c'est... Un Easter egg. C'est né avec les jeux vidéo, presque. Ouais. Alors pour ceux qui savent pas, comme Fabien, qu'est-ce que c'est un Easter egg ? En fait, c'est la production ou les designers, les concepteurs qui cachent des items dans les décors. Ça vient en fait du Rocky Horror Picture Show, parce que il y avait la production du film s'est fait pendant la fête de Pâques, et la production s'est amusée à cacher des œufs de Pâques partout dans le décor du film, et donc ils ont pas trouvé tous les œufs. Donc si vous regardez aujourd'hui Rocky Horror Picture Show, vous pouvez apercevoir donc des œufs de Pâques cachés un peu dans les décors, quoi. Et c'est devenu un peu une expression qui est utilisée quand on cache des choses visibles. Un grand classique, par exemple, c'est quand on joue à Shadows of the Empire, le jeu Star Wars sur la Nintendo 64. Il y a un niveau où on peut trouver en fait un badge de Sam & Max caché, quoi. Parce que bien sûr, Sam & Max c'est aussi un jeu de LucasArts. Bref, voilà, c'est quelque chose qu'on trouve partout, comme t'as dit, Fred, énormément dans les jeux vidéo, quoi. Vous pouvez peut-être m'en citer un de Easter egg. Justement. Mais oui, les Gardiens de la Galaxie, le tout dernier jeu qui est sorti, que je conseille, qui est amusant, comme on joue un gamin des années 80, hein, comment il s'appelle le personnage principal, j'ai oublié, mais au début on est dans notre chambre, et tu peux trouver le labyrinthe de la mort, le défi fantastique dans sa bibliothèque. C'est sympa ça, ouais. Ouais. C'est vraiment un truc qui est vachement lié aux jeux vidéo, les easter eggs. C'est souvent les programmeurs où ils cachent un niveau bonus avec des références, un truc marrant. C'est un peu ça le principe, c'est mettre un peu une anecdote. Et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, Roberta, non ? Elle a, franchement, quand j'ai su ça, j'ai halluciné, je trouvais ça trop marrant. En fait, elle a mis un super héros dans le jeu. Elle a mis Batman. En fait, ouais, je trouve ça trop bien. Donc, en fait, pour trouver Batman, en fait, il fallait trouver la grotte avec le symbole de la chauve-souris. Ensuite, il fallait faire disparaître le bruit de la marche de l'écran, puis revenir à la grotte, et après, on voyait la Batmobile sortir. Puis il y a aussi d'autres clins d'œil cachés aussi dans le jeu. Il y avait elle faisait même une publicité pour un autre jeu Sierra, Space Quest. Ah oui, Sierra, ils s'amusaient beaucoup à faire des blagues entre leurs jeux et leurs univers. Et puis pour Space Quest, il fallait, pour voir la publicité, il fallait regarder dans un tout petit trou dans un rocher.
Je pense que le plus grand easter egg du jeu vidéo, je dirais le plus complexe, c'est celui de chez LucasArts. On en a parlé au podcast avant. Mais quand on joue à Maniac Mansion, on trouve une tronçonneuse, mais il n'y a pas de fuel. Il n'y a pas d'essence pour l'activer. Et quand on joue à un autre jeu LucasArts qui s'appelle Zack McCracken, on trouve un bidon d'essence, mais ça nous sert jamais en fait. On sait absolument pas quoi en faire. Ça me rappelait un truc, une autre discussion qu'on a eue, ça, il y a des dizaines d'années. C'est un super easter egg. Ouais, j'ai la ref, maintenant. C'est génial comme référence, quoi. C'est génial. Enfin, voilà. Alors, Fabien, les critiques du public et des professionnels, dis-nous. Ah bah, franchement, c'est un énorme succès. C'est aussi bien un succès commercial que critique. Donc, puis Roberta, bah, ça la conforte, hein, donc elle va continuer, évidemment. La suite, hein, donc jamais 203, donc la suite des aventures de Graham. Ah, bah oui, ça nous lance donc dans King's Quest 3. Fabien, vas-y, tente-nous le titre anglais. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, hein, donc To Err is Human. Alors ça veut dire quoi, To Err? To hire, donc hire, c'est acquérir le trône. Donc to hire, c'est de monter. Je sais pas comment dire la définition exacte. Accéder au trône et c'est ça. Ouais. Voilà, donc d'accéder au trône, c'est humain, mais le jeu de mots en fait, c'est to hire, ça sonne phonétiquement comme faire une erreur, c'est humaine. Donc l'erreur est humaine. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, on enrichit notre vocabulaire hein, grâce à ce podcast. Et je tente, hein. Je t'admets que j'ai pas révisé, donc j'essaye sur le moment de faire une bonne traduction. Mais à coup de pas si c'est foiré. Bon, en tout cas, c'est un jeu qui sort, le 3e épisode, il sort en novembre 86. Donc toujours par Roberta, évidemment. Donc, le scénario, c'est la suite des aventures du roi Graham. Hein. Il est en couple, là, ça y est, il a son épouse, hein, qui est devenue reine. Hein. Et donc, ils ont eu 2 enfants, Alexander et Rosella. Donc, alors, évidemment, les ennuis continuent, hein, sinon ça serait trop beau. Donc, Alexander, il est enlevé. Et tout s'empire, les choses s'empirent. Il y a un dragon à 3 têtes qui menace le royaume et il exige qu'une jeune fille soit sacrifiée chaque année. Alors, qu'est-ce qui va être sacrifié à votre avis? Oh non, Rosella. Ah bah oui, c'est Rosella, la pauvre, hein, donc elle a pas de chance. Hein. Donc Alexander, quant à lui, il est emmené dans une terre lointaine. Alors son kidnappeur, c'est un sorcier maléfique, il s'appelle Mananan. Alors, Mananan, je sais pas trop comment on dit. Mananan, c'est très bien, ouais. Bon, ouais. Mananan. Ça sera Manhattan. Manhattan, oui, très bien. Bonne référence, on ne peut pas l'oublier. Mais Mananan, ça deviendra un peu l'antagoniste de la série. D'accord. Donc Mananan, donc, il donnera nouveau nom à Alexander. Il s'appellera désormais Gwydion. Gwydion, ouais, c'est ça. Gwydion, ouais. Gwydion, ça sera l'esclave du sorcier. Et le sorcier, justement, a prévu de le tuer le jour de ses 18 ans, de peur qu'il ne découvre ses sorts et ne les utilise contre lui. C'est un sacré scénario, hein, franchement. Oui. Wow. Ouais, disons quelle intrigue, et du coup, ça se passe, comment ça se passe le déroulement du jeu, Fab? En fait, donc le joueur, il va devoir découvrir les sorts secrets du sorcier, et puis utiliser la magie pour libérer de son emprise, en fait. Il va devoir chercher aussi sa vraie identité, parce qu'il a perdu la mémoire, donc, et puis sauver sa sœur. Le jeu n'est vraiment pas facile, il va falloir chercher beaucoup d'objets. Encore une fois, il y aura un guide, là cette fois-ci en une seule édition, un guide sera édité pour justement avec tous les trucs et astuces pour essayer de sauver. Oui, j'aime bien ce principe-là de devoir récupérer son identité, c'est sympa que ça, oui. être une espèce de pas amnésique, mais non, c'est sympa. Je trouve que le scénario est très bon. Ouais, l'histoire elle est vraiment sympa, le pitch de départ. Ouais. Et alors, au niveau technique, ça donne quoi? Le moteur graphique. Alors attention, révolution. La King's Quest 3 utilise toujours le moteur AGI, oui, mais c'est probablement l'épisode qui le pousse le plus loin sur le plan logique et systémique. Alors le moteur n'est pas conçu à l'origine pour gérer une forte pression temporelle, comme on a parlé, le temps en fait est réel dans ce numéro, ni des scripts complexes basés sur des routines. Et pourtant, Sierra réussit ici à créer un jeu structuré
autour du temps réel. Alors le moteur gère des événements programmés, comme les allées et venues du sorcier Mananan, donc ce qui permet bien sûr à Gwydion de se balader dans la maison du sorcier et d'essayer justement de trouver une solution pour s'échapper. Alors ainsi, il y a aussi des scripts conditionnels qui sont très stricts. Ça oblige en fait les développeurs à contourner les limites techniques de la GI, notamment en utilisant des déclencheurs invisibles et une gestion précise, voilà, des états du jeu. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par déclencheur invisible ? C'est spécifiquement des actions ou des endroits qu'on ouvre ou qu'on explore dans le manoir, mais en fait ça a fait plein de choses dans l'envers du décor qui changent complètement le jeu. Donc c'est sûr que chaque joueur qui joue à King's Quest 3 aura une expérience un peu différente. Il y a aussi un détail qu'il faut signaler dans ce jeu, c'est qu'il y a un chat noir, et Fabien, je sais que t'adores les chats, mais ce chat, il est horrible, parce qu'il est posé dans les escaliers, et si on trébuche sur le chat, on se casse la gueule et on meurt. Il faut pas faire du mal au chat, donc c'est normal, pour moi c'est pas... Non, c'est pas le chat qui est méchant, donc voilà. Il faut faire attention, c'est tout. Ouais. Alors, avec toute cette évolution incroyable d'un jeu en temps réel, bien sûr, ça ouvre énormément le gameplay, hein Fred ? C'est ça, en fait, c'est même une rupture majeure en termes de gameplay, parce que le jeu se déroule en temps réel. C'est extrêmement rare pour l'époque, dans un jeu d'aventure. Donc c'est un peu ça le principe. Manahan, il revient à intervalles réguliers, forçant le joueur à planifier chaque action avec précision avant le retour, sans il se fait gauler, et c'est la sanction. Le système de magie est très complexe et repose sur des incantations longues et exactes, parfois réparties sur plusieurs écrans, que le joueur doit recopier mot pour mot. Donc c'est comme à l'école, quoi. Faut apprendre votre sort, sinon vous faites des erreurs. La moindre erreur ou action effectuée au mauvais moment peut entraîner la mort ou un état irrécupérable. Donc c'est vraiment un jeu qui est basé sur la mémorisation, l'anticipation des allées et venues de notre geôlier, et une compréhension fine des routines du monde. En fait là, comme vous le verrez, les endroits sont un peu plus clos, donc l'exploration libre était plus limitée, mais en fait il y a une espèce de tension par la peur d'être surpris par cet ignoble sorcier qui nous a enlevés. Et donc c'est vrai que ça change complètement le gameplay. On va dire que c'est presque un thriller, quoi, le truc, quoi, avec le retour de geôlier. Et moi j'aime vraiment cet épisode-là. Je trouve pour l'instant il dénote un peu dans la saga, et il est vraiment très intéressant la façon dont ça se déroule, quoi. Et est-ce qu'il a marché, Fabien, du coup? En plus pour la première fois, donc King Quest aborde un ton nettement plus sombre. On en parlait justement de l'esclave soumis au sorcier qui était très cruel. Donc ce n'est pas une quête héroïque classique, mais c'est aussi une lutte pour la liberté. Donc il y a moins d'humour que les épisodes précédents, et même les rares moments de victoire, ils sont toujours teintés d'une tension permanente. C'est vrai que c'est un jeu très difficile, hein, il a cette réputation-là. Donc. Mais il est aussi très important pour plusieurs raisons. Donc il démontre que le gameplay il peut être utilisé pour transmettre une émotion précise, comme la peur, l'oppression. Il introduit aussi une structure presque systématique où le monde suit ses propres règles, indépendamment du joueur. Et puis King Quest 3, il influence durablement la réputation de Sierra comme un éditeur de jeux exigeant et parfois impitoyable. Donc en tout cas, pour les joueurs, c'est un souvenir marquant, frustrant, mais profondément mémorable. Donc, il reste un exemple précoce de narration environnementale par le gameplay. Il y a en fun fact, c'est ça ce qui est drôle, c'est que de nombreux joueurs n'ont jamais terminé King Quest 3 sans solution officielle. Est-ce que c'est ton cas, Xavier ? Ah oui, en fait je me souviens, j'ai zappé, mais l'un de mes premiers King's Quest avec le 5, c'était un peu le 3 aussi. Je jouais beaucoup, surtout dans les magasins, tu sais, il y avait des versions démo. Ils avaient installé King's Quest 3 et je me souviens de me balader dans la maison et j'avais vraiment ce souci d'anxiété gamin, quoi, où Manahan réapparaissait mais tu savais pas quand. Donc ça te laissait très peu de temps pour te balader, essayer de faire ce qu'il faut. Alors gamin, en étant malin, tu vois, je me suis dit je vais me sauver de la maison. Et en fait Manahan il apparaît et il te zappe, quoi, ça y est, c'est fini. Donc malgré que la porte est juste devant toi, il y a vraiment cette oppression de c'est pas la soluce, quoi. Il va falloir trouver une autre façon de s'échapper de notre geôlier. En plus, ce qui est dingue, c'est que le jeu est tellement strict que dans certaines versions, il y avait des bugs et en fait, ça rendait la victoire impossible. En fait, ça renforce la légende du jeu cruel. C'est dingue, hein ?
Oui, alors je me souviens aussi qu'il y a une partie où une fois qu'on s'échappe de Mananan, on peut prendre un bateau. Il faut prendre un voyage en bateau, mais je crois que le voyage en bateau dure 10-15 minutes. Ah ouais. Donc tu fais rien dans le jeu pendant 15-12, une dizaine de minutes, tu fais rien. Donc je sais pas si t'es un adulte, plie ton linge, écoute un podcast, lis un manga, lis un livre dont vous êtes le héros, quoi. Mais ça m'avait marqué. Donne à manger à tes chats. Mais si vous regardez des let's play aujourd'hui là sur YouTube, je pense qu'ils vont en parler. Surtout ceux qui font des speedruns. Mais c'est la galère, quoi. Parce que quand tu veux finir un jeu le plus rapidement possible, bah t'as pas le choix, quoi. C'est imposé. Tu m'étonnes. Et au moins, est-ce qu'il y a le décor change, non? Il y a des mouettes qui passent, il y a des vagues, ou c'est pas des écrans fixes. Tu veux dire pendant le voyage en bateau? Je pense pas, non. Ouais. Non, je crois que c'est très c'est basique. un écran fixe. Je crois que le jeu est buggé du coup alors en plus. Alors je pense qu'on zappe quelque chose parce qu'on n'est pas en train d'y jouer. Mais c'est tellement difficile de s'échapper de la maison de sorcier de Mananan que je pense qu'on zappe le fait que quand le joueur est sur le bateau et qu'il n'y a plus de stress et de pression, il y a un moment de réconfort. Et tu vois, peut-être que ces minutes imposées, c'est un peu où le jeu te dit « Respire mon gars, t'es libre ». Oui, ça est marqué pendant ce temps à Veracruz. Non, bref. Ah, super la référence à old school, quoi. Ah là là. Vous avez des anecdotes? Oh bah toi, tu dois en avoir un paquet pour nous, Fabien. Moi, j'en ai quelques-unes. Hein, donc Roberta, elle voulait que l'intrigue soit plus complexe et plus profonde. Donc, elle voulait que cet épisode il aille plus loin que les deux premiers, avec un design différent, une meilleure intrigue et des personnages mieux développés et avec beaucoup plus de dialogue. Elle voulait que le joueur ressente la pression du magicien maléfique prêt à vous tuer à la moindre erreur. Et c'est grâce, en écrivant à la fin du jeu, que Roberta, justement, elle a voulu donner plus d'importance à un personnage, notamment au personnage féminin, donc de Rosella, pour la suite de la saga. On verra ça dans l'épisode 4. Puis il y a aussi une autre anecdote qui est assez marrante. Donc on est dans une épicerie, il y a un petit chien. Et en fait, le petit chien s'appelle Kenny et c'était en hommage à son mari, le mari de Roberta, Ken Williams. La question la plus importante, c'est est-ce qu'on peut caresser le toutou? Voilà. Sans lui Parce marcher qu'on adore la queue. Bah, on adore faire ça dans les jeux vidéo, quoi. Quand tu peux interagir avec des animaux pour les faire des papouilles. Alors, et puis Fabien, justement, on parle de critique, mais les jeux sont constamment bien reçus. J'imagine que celui-ci, malgré sa difficulté, il était quand même bien reçu, non? Ah oui, pareil, encore un grand succès commercial. Hein. Le magazine Time le classe 50e sur 50 dans une liste des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Wow. Il le trouve même bien mieux que les deux premiers de la série. Beaucoup plus volumineux et bien plus intelligent. Je suis peut-être pas d'accord avec le Times là-dessus. Moi, je trouve que le 6, quand même... Mais bon, écoute, c'est les opinions. Hein. Voilà. Bah voilà, messieurs, ça conclut ce premier arc des 3 premiers épisodes de King's Quest, la trilogie originale. Et puis on va se retrouver très rapidement dans un prochain podcast où on parlera des 3 prochains opus. Mais pour conclure ce premier épisode, ce premier cycle des jeux King's Quest, messieurs, est-ce qu'il y en a un qui vous a accroché un peu plus ici en parlant? Fred, est-ce qu'il y en a un, toi, qui t'a grippé, que tu n'hésiterais pas même à y jouer là dans la semaine? En fait, oui et non, parce que je trouve que le scénario du 3e est très intéressant. Ça me met vraiment, on sent vraiment qu'il y a une ambiance particulière, un concept de jeu, le temps réel, tout ça, c'est vraiment des notions qui sont importantes et qui peut être sympa. Par contre, comme il a l'air difficile, je m'accroche pas trop, moi, donc je pense que je jetterai ma manette ou mon clavier au bout de 10 heures de jeu. Mais moi, franchement, celui-ci, je trouve que quand il dit que Roberta, qu'il y a plus de profondeur, que les personnages sont plus les contes de fées, c'est génial. On a tous été bercés par ça, mais là, tu sens qu'il y a une autre attention, une espèce de tension constante, et je trouve que si c'est bien fait, ça peut vraiment être mémorable. Donc effectivement, pour moi, j'ai l'impression que le premier a lancé les bases, le deuxième a fait une bonne continuité, mais j'ai l'impression que ce troisième, déjà, il sort un peu des sentiers battus, qu'il doit être à voir, mais il doit être à part dans l'univers King Quest, quoi. C'est bien, il introduit le futur méchant aussi, donc c'est un peu la naissance du méchant. Ça a l'air sympa. Et toi, Fabien, il y en a un, toi, des 3 là qui sort du lot, que t'aimerais bien y jouer?
Bah en fait, j'avoue que alors, c'est pas que j'aimerais y jouer, mais j'aimerais bien regarder quelqu'un jouer en fait. Faut aller sur YouTube voir, tu sais les parties. Les let's du play. début, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que le troisième, je trouve comme Fred, hein, je trouve qu'il a l'air vachement bien. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête sur un jeu, surtout s'il y a une pression et tout. Oh là là, là. Surtout en ce moment quand on est fatigué ou quoi, j'ai pas envie de me prendre la tête sur un jeu. Mais c'est vrai que le troisième me tente vraiment beaucoup. Je trouve que le scénario il a l'air vraiment très très sympa. Moi je me souviens il y a longtemps, j'avais un de mes cousins quand il jouait à un jeu très stressant, et ben il frappait son ordinateur. Il donnait des coups sur les manettes, tout ça et tout. Alors j'ai pas envie de. Bon c'est pas mon genre, je fais pas ça, hein, donc. Mais je ne. Et tu vois, j'ai pas envie de me prendre la tête sur un jeu vidéo. Et je préférais, tu vois, juste regarder, tu vois, une vidéo de quelqu'un jouer que jouer moi-même. Mais en tout cas, je trouve ça bien. Donc, Moi, j'aime bien regarder les gens jouer à King's Quest 3. Je regarde Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est les let's play où il n'y a pas de commentaires. C'est juste où je peux expérimenter le jeu et le voir. Mais en effet, moi, ça me dirait bien d'y jouer. Mais il y en a un que j'aimerais bien faire, et c'est plus pour l'hommage et de découvrir non seulement via un let's play, de voir quelqu'un y jouer, mais j'ai envie d'y jouer, en fait. J'ai envie de vivre cette expérience, de voir la complexité, et puis surtout l'ingénierie derrière ça. À l'époque, ça serait le tout premier King's Quest, en fait, que j'ai juste vu plusieurs fois, mais j'ai jamais vraiment joué moi-même. Et ça me dit bien. Et tu sais, je dirais même une note en plus, j'aimerais bien jouer au remake qui n'était vraiment pas apprécié, et là, c'est juste par curiosité. J'aimerais bien voir celui de 1990, qui à mon avis je crois qu'il était fait avec l'évolution, on va en parler dans le prochain épisode, parce que King's Quest va changer de moteur graphique, on va parler donc du SCI, qui est très important dans les jeux Sierra. Voilà. Messieurs, ce fut un plaisir, et on conclut comme d'habitude en musique, et Fred, je crois que tu te souviens, pour cette saga King's Quest, on a choisi un thème très spécifique. Oui, on s'était dit que on allait faire tous les thèmes, pas tous les thèmes, pas mal de thèmes musicaux de Capcom. Et moi, j'avais fait une requête, et on avait dit, forcément, Capcom dit Street Fighter, et donc moi, la musique que j'aime bien dans Street Fighter qui me revient, c'est pas forcément, je sais pas, celle que je pense auquel souvent, c'est Guile, le thème de Guile, avec les avions derrière, les Sonic Boom. Donc, j'espère que t'as trouvé un truc péchu qui sort des sentiers battus, là. Mais ouais, mais carrément, j'ai un super remix pour toi. Donc bien sûr, les King's Quest, pour la musique, ça avait des thèmes de Capcom. Il y en a certains qui se disent, mais what the fuck? Mais écoutez, Oui, c'est absolument ça des fois. c'est comme ça. C'est ça, on s'amuse bien au King's Quest. Pour nous, c'est cette époque-là, quoi. Donc pendant que nous, on est sur l'ordinateur à papa en train de jouer à King's Quest, il y a les amis qui sont en train de jouer à Super Street Fighter sur la Super NES à côté, quoi, par terre, assis sur la moquette, avec des jus de fruits, des biscuits lus. Voilà, donc si c'est pas une petite Madeleine de Proust pour certains, là. Allez, on se quitte sur un remix du thème de Guile. Et aventurières et héros, on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. à bientôt, au revoir. Miaou. On entend un chat derrière. Sonic Boom. Ils arrêtent On pas de entend un miauler, chat alors. qui dit au revoir, ouais. Au revoir. C'est le chat noir, je vais tous vous buter. C'est le chat noir. Ah, non, là, c'est Patapouf, là. C'est mon autre chat qui s'appelle Patapouf. C'est le doyen. Sonic Boom dans Patapouf. Sonic Boom.